J'aime bien le mot déranger. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais c'est déranger, on n'est pas rangé justement. Ça parle de la folie aussi un petit peu, ce livre. Oui, tout à fait. Ça parle de la folie humaine en fait. Je pense que la folie produit aussi ce qui est de plus juteux dans l'humain. Juteux, pourquoi? Oui. Parce que c'est à partir de la folie qu'on arrive à faire des choses qui plaisent aussi. Et qui surprennent peut-être. Et qui surprennent en fait. Je pense que dans la vie, il ne faut pas toujours être sérieux. Moi, j'aime pas toujours. J'aime pas être sérieux. J'aime pas prendre les choses vraiment au pied de la lettre. J'essaie quand même parce que, comme nous dit Diderot, Diderot l'a dit dans ses correspondances avec Cécile Volande, et il lui a écrit oh, que ce monde-ci serait amusant si l'on ne faisait pas un rôle. C'est-à-dire que le monde, c'est comme un spectacle, mais puisque l'homme fait partie du spectacle, il ne peut pas rire de sa propre histoire. C'est juste. Régis, Geoffrey, est-ce que le monde d'aujourd'hui est devenu fou? Non, je pense qu'il n'a jamais été tellement sage, tellement non fou. Non, je pense que ce qu'on appelle la folie, on est vite dans la folie parce qu'on est tellement dans des sociétés, dans des civilisations très normalisantes. Je pense que c'est plutôt une question de civilisation. Si on est en Afrique, on n'a pas cette même mise au pas. Mais on est vraiment vite dans la normale. Et au niveau littéraire, on a complètement oublié que toutes les œuvres littéraires qui nous paraissent classiques étaient des œuvres de fous furieux. Je veux dire, l'œuvre de Kafka, l'œuvre de Proust, toutes les grandes œuvres littéraires, l'œuvre de Rabelais. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas le filtre du temps. Voilà. On ne se rend pas compte que ce qu'on admire comme étant des œuvres très racies et très sages, comme Proust, on a toujours l'impression que ce sont des vieilles dames qui lisent Proust, alors que c'est une œuvre complètement révolutionnaire où on raconte des choses complètement extravagantes pour l'époque. Puisque je rappelle que dans La Recherche du temps perdu, tout le monde est homosexuel, à l'exception du duc de Guermantes et du narrateur. Donc et toutes les femmes le sont aussi. C'était quand même quelque chose à l'époque qui n'était quand même pas courant. Et ça, on semble l'oublier parce que Proust, ça a l'air d'être une gentillesse, alors qu'à l'époque, c'était complètement... c'était l'œuvre de Proust, à la rigueur, était presque illégale, je dirais. Donc la folie, elle est autant dans la vie réelle que dans la fiction, finalement, Alizami. Oui, bien sûr. Je pense que Baudelaire avait l'habitude de le dire. Chacun a sa goutte d'opium. Il l'a dit. Moi, je pense que c'est vrai. Chacun a sa goutte d'opium. Allez, on va rentrer un petit peu dans vos univers fantasques, fous, complètement dingues des mots aussi. Et pour parler de mots, rien ne vaut un alphabet. En plus, vous appelez Alizamir, c'est A, Z. On va passer de A jusqu'à Z avec, à travers des mots qu'on a été picorés, chacun dans vos livres respectifs, microfiction et dérangé que je suis. On va commencer par le premier peut-être, et je vais vous demander directement de commenter, de dire si ça vous inspire ou pas. A comme anguille sous roche. Tiens, qui commence? Anguille sous roche, c'est très 18e siècle, ça, anguille sous roche au départ. Oui, l'expression? Oui, c'est comme la puce à l'oreille. Et la puce à l'oreille, ça voulait dire une excitation sexuelle. Et ça a changé de connotation. Mais anguille sous roche, c'est pas tout à fait ça le sens si? Pas du tout. Je parlais de la puce à l'oreille. On peut faire tous les animaux. Hein. Ça vous inspire anguille sous roche? Oui, ça m'inspire. Sinon, ça ne serait pas un titre d'un de mes textes. Voilà. C'est Anguille sous roche. C'était votre premier roman? Mon premier roman. Et Anguille sous roche a plusieurs sens pour moi. Parce que si vous me lisez, vous allez découvrir que Anguille définit son nom, qui est Anguille, comme
quelqu'un de très bizarre, de très excentrique qu'on ne peut pas définir, et parce qu'il est sous une roche, et la roche, c'est le silence. Donc, il faut vraiment être patient pour écouter le silence. Donc, la roche, c'est le silence pour Anguille. Donc, son père lui a donné ce nom sans savoir ce que ça veut dire, et Anguille définit son nom à travers une multitude de définitions. Un livre très poétique, très politique aussi, non? Oui, oui, tout à fait. Très engagé déjà dès le premier livre. Oui. Engagé, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Hein. Engagé... Par rapport à la France. Moi, en tant qu'auteur, quand j'écris, je ne dis pas je vais écrire pour défendre telle idée ou bien telle... Non, il faut savoir différencier ce qui est fictif et ce qui est réel, en fait. Parce que moi, en tant que romancier, quand j'écris, je rêve. Et c'est dans ce rêve que des idées s'y invitent. C'est-à-dire, je peux défendre une idée, oui, mais sans m'en rendre compte, parce que je suis dans un état de rêve. Et ça, c'est ce qui est difficile à un écrivain d'expliquer, parce que souvent, on demande à l'écrivain, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et est-ce que je peux expliquer ce que moi-même, en l'écrivant, j'étais pas dans un état de conscience. En fait, le plus souvent, quand j'écris, moi, personnellement, je me souviens pas de ce que je fais. Je rêve parce que je sais que ce qu'on appelle roman, c'est du rêve. C'est pas un essai, c'est du rêve. Donc, on essaye de s'amuser en donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas, en essayant de se libérer, en essayant de s'épanouir soi-même aussi. Et c'est ce que moi je fais. C'est peut-être le lecteur alors qui s'approprie vos mots oui, comme il le veut finalement, non? Oui, je laisse la liberté au lecteur d'interpréter mes textes. La preuve en est qu'aucun de mes textes n'a une fin absolue. Il y a toujours une ouverture. On me demande, est-ce qu'Anguille est morte? Et moi, personnellement, je ne sais pas si elle est morte ou pas, parce qu'elle est en train de se noyer, et au cours de sa noyade, elle parle. Le récit lui sert d'arme pour combattre la mort, et à la fin, il y a un ouf qui finit le texte. Et ce ouf, est-ce que c'est la mort ou pas? La réponse reste au lecteur de la trouver. Allez, on va passer à la lettre B. On va retomber dans un autre univers avec Bellan et Bellâtre. Et ça vous dit quelque chose, j'ai l'impression, Régis Geoffrey. Bellan ouais. Et Bellâtre. Bellan et Bellâtre. C'est un titre de... Oui, c'est vous qui l'avez écrit, oui. Oui, non, mais alors là, je me souviens de jamais c'est pas vrai, des titres de microfiction, oui, ni des histoires. Et c'est pour ça que j'ai pu les écrire, parce que c'est parce que je me souviens pas de ce que j'ai écrit la veille que je peux en écrire. C'est-à-dire que c'est toujours nouveau, et ce qui est étrange, c'est qu'il y a toujours des histoires qui arrivent. Et ça, c'est une espèce de magie, parce que je sais pas, j'ai pas de technique pour y arriver. Simplement, à force, je sais que je vais y arriver parce que j'y suis arrivé avant. Mais je me souviens pas du tout de ce que j'ai écrit, hein, de toute façon, de façon générale. Non. Heureusement qu'on est là alors pour vous. Non, mais je trouve ça assez normal de ne pas se souvenir de ce qu'on a écrit. Non ? Oui, moi je trouve que oui. Non. Moi, je trouve que ça oui. C'est étonnant, tiens. Mais parce que si je me souvenais, je ne pourrais pas écrire. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des écrivains qui se souviennent parce qu'ils sont un peu dans le même ressassement des mêmes personnages, des mêmes situations. Et puis il y a aussi quelque chose qui à un moment est un peu fondamental, c'est l'abondance. C'est-à-dire que si vous écrivez de façon prolixe, c'est un tout autre univers qui se dégage. C'est quelque chose d'autre. Voilà, c'est pas si La Recherche du temps perdu avait fait 100 pages ou 500 pages, ce ne serait pas du tout la même chose. Parce qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et l'imaginaire et la littérature, quand ça s'inscrit dans la durée, c'est un peu comme un rythme qui se fait, c'est un peu comme un cœur qui bat. Comme ça, c'est-à-dire que sans réfléchir, ça continue comme une trajectoire qui est dans la normalité. Moi, la normalité, c'est de ne pas écrire. Moi, ce qui m'est difficile, c'est de ne pas écrire. Tout ce qui est en dehors de l'écriture me pèse. Voilà.
parce que c'est un rythme qui s'est fait petit à petit et que j'avais pas étant jeune. Il y avait un effort quand j'étais jeune pour écrire. Maintenant, l'effort, ce serait de ne pas écrire. Voilà. Vous écrivez tous les jours? Ah oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, là, par exemple, vous avez déjà écrit? Oui, oui, bien sûr. Dans le train. En plus, quand on voyage, c'est le mieux, parce que comme il y a le train, c'est très... Pour écrire, je trouve ça très bien. Et vous, Ali, vous écrivez beaucoup? Oui, j'écris beaucoup, surtout dans la nuit. Dans la nuit? Oui, en fait, je consacre mes nuits à l'écriture. C'est long, les nuits. Oui, ouais, je préfère que le jour, en fait. C'est devenu une habitude, quoi. Je n'écris que la nuit, pendant la nuit. Ah oui, puisque vous rêvez, c'est ça. Je Ouais. commence Voilà. à comprendre votre système. Vous rêvez, puis vous écrivez ce que vous avez rêvé, Oui, peut-être. plus ou moins. Peut-être, mais ça me permet de me trouver seul, seul dans le monde, quoi. Je m'imagine seul dans le monde, je peux crier, je peux rire tout seul et ça me libère. On va passer à la lettre C, avec une autre expression, voilà, elle est là-bas. Croupir dignement. Croupir dignement. Ça, c'est pour qui? Ah ah. Je sais pas. Non, ça doit être un titre. Je reconnais le style. Ah, quand même, donc il y a des petites réminiscences. Oui, non, mais je reconnais le... Non, je ne sais pas de l'histoire de... Quoi parle l'histoire. Mais accroupir, il vaut mieux rester digne de toute façon. Pourquoi? Non, parce que c'est plus élégant. Et puis, de toute façon, Même quand on croupit, quoi. puis vous avez moins mal au dos, parce que si vous croupissez comme ça, vous allez avoir mal partout. Si vous restez dans une belle position, bah, voilà, ce sera mieux, même si personne vous regarde, quoi. Il vaut mieux toujours avoir une position digne, non? Je vous dis ça parce que c'est croupir dignement. Hein. Oui, on aurait pris autre Faut bien chose. trouver une justification aux choses. Ça vous inspire, croupir dignement? Oui, croupir dignement. C'est un idéal, non? Oui, c'est un idéal et je pense que c'est d'ailleurs c'est tout proche de mes textes. Mais oui, Croupir. c'est ça que oui. C'est une idée qui est tout proche de mes textes, croupir dignement. Et chacun de mes personnages se livre justement à cette idée. Chacun de mes personnages accepte son destin dignement en s'affirmant comme tel, en acceptant son échec. Ouais. Et en appelant à l'ouverture à l'autre. Votre personnage s'appelle Dérangé que je suis, c'est son surnom. On appelle les gens par des surnoms dans cette petite ville portuaire. Et c'est vrai qu'il essaye toujours de garder sa dignité, quoi qu'il arrive. Oui, c'est un humble docker, en fait, qui gagnait sa vie tranquillement jusqu'au jour où il croise le chemin d'une femme et tout est basculé, en fait. Donc c'est à partir de cette femme et de ces trois dockers, de ses amis, en fait, ses collègues, les pipipi, qui vont... Pipipi, c'est pitié, pirate et pistolet. Et pistolet, oui. Voilà, et donc ils vont lui mettre un bâton dans les roues, en fait. Ils vont l'embêter pendant très longtemps et c'est là, à partir de là, qu'il va vivre ce cauchemar, c'est un cauchemar vraiment horrible parce que lui, en tant que docker humble, il est mal vu, il est appelé dérangé, alors que lui-même il ne sait pas pourquoi on l'appelle dérangé, mais il accepte qu'on l'appelle dérangé et malheureusement c'est justement cette négligence qui va causer sa défaite, sa perte. On a glissé jusqu'à la lettre D avec docker, effectivement. C'est un mot qui vous inspire, ça, ce mot docker, Régis? Oui, docker, c'est très inspirant comme mot parce que c'est tout le port qui arrive. Et c'est tout. Et en plus, ça a une couleur de lutte, le docker. Je pense à la couleur de quelqu'un qui a toujours lutté contre l'exploitation. Je
Je ne sais pas pourquoi, parce que à Marseille, par exemple, il y a le syndicat des dockers qui est la terreur totale du patronat marseillais, par exemple. Et je crois que les syndicats des dockers sont toujours la terreur absolue. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont beaucoup plus musclés et beaucoup plus unis que les autres, les dockers. Je n'ai jamais su pourquoi, mais ça donne une impression. On a vraiment l'impression de quelqu'un de fort. Je ne sais pas pourquoi. Et de courageux, j'en sais rien. C'est l'image que ça me... Oui, je suis d'accord avec lui. Ça donne l'impression de quelqu'un qui est fort, de courageux, qui combat, qui se bat pour vivre. Et ça, ce qui fait la dignité de l'être humain. Tout à fait, je suis d'accord avec lui. Vous avez grandi dans une ville portuaire, ça vous a donc Marseille, ça vous a inspiré pour Non, oui, j'ai grandi à Marseille. Traîner sur les docks Non, pas du tout. Non, j'ai grandi à Marseille. Oui, je suis parti après à l'âge de 22 ans. J'ai plus vécu après. Non, parce que vous savez, on vivait dans un quartier où c'était très découpé, hein, Marseille. Donc c'était le quartier où vivait plus ou moins la bourgeoisie. Et donc par exemple tout ce qui est vraiment Marseille, comme le Panier, tout ça, moi j'étais jamais allé, par exemple. Vous ne pouviez pas y aller Si, non, il n'y avait pas d'apartheid, mais je veux dire, les gens vivaient quand même assez dans leur coin. Je pense que ça continue. Donc le côté docker, non, parce que moi j'étais pas du tout dans. Non, j'ai pas. Je le connais comme chose exotique, mais le port de Marseille, c'est-à-dire que le port de Marseille, ça se passe plus sur le vieux port, ça se passe à la Joliette. Et là, je dois dire que je savais que ça existait, mais c'était pas des endroits où j'allais. C'était, mais plutôt au niveau de ma famille, de gens que j'ai pas connus, effectivement, travaillaient, avaient un rapport avec le port, parce que Marseille, c'est une ville où les gens voulaient pas travailler, en fait. Donc ils attendaient que les bateaux, ils attendaient qu'il y ait des tempêtes pour que les bateaux viennent dans la rade de Marseille, et comme ça ils leur achetaient leur cargaison à très vil prix. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu une industrie, il n'y a pas eu d'industrie, par exemple, on n'a pas jamais eu d'industrie de voitures ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'était plutôt des gens qui achetaient, qui vendaient, voilà. Un faux port en sorte. Non, mais là j'ai l'impression de donner une mauvaise image de Marseille. Écoutez, je sais pas. C'est trop tard. Je sais pas. Allez, on va passer à la lettre E. Et voici, la voilà. Elle se cache quelque part juste derrière moi. Étincelle. Ah, étincelle. C'est un beau mot, ça, non? Oui, étincelle, c'est un mot qui me parle beaucoup. C'est un de mes personnages. C'est une jeune fille. Dans mon deuxième roman, c'est une jeune fille de 14 ans qui raconte sa vie. Et étincelle, pour moi, et pour sa maman, dans le récit, signifie espoir. C'est parce que cette fille est signe d'espoir pour sa maman, ce qui fait que elle est née d'une, c'est-à-dire elle est née d'une liaison qui a vécu beaucoup de problèmes et une naissance tragique. Donc elle écoute sa maman lui raconter cette histoire de sa naissance, une histoire tragique, et au cours du récit, on vit d'autres vies à l'intérieur. C'est des minuscules vies à l'intérieur. On a une polyphonie et ça fait justement appel à l'espoir, parce que elle, en tant que jeune fille, elle se trouve dans un avion. Elle se rappelle de cette voix de sa maman pour pouvoir vivre, et pour oublier la souffrance, donc, et pour oublier la perturbation que l'avion est en train de vivre, parce que l'avion est en plein tangage et il est ballotté par des mauvais temps. Et Étincelle se rappelle de cette histoire pour oublier sa souffrance. Et sa maman lui dit « accroche-toi mon étincelle ». Et pour moi, l'étincelle, c'est cet espoir que chaque peuple, chaque être humain aspire pour le bonheur, en fait. Vous les trouvez comment, les prénoms de vos personnages? Ils sont tous incroyables, hein, dans vos romans. Les prénoms, en fait, c'est pas des prénoms, je dirais, c'est des surnoms. Oui. Mais c'est quasi toujours des surnoms. En fait, pourquoi j'ai choisi des surnoms, c'est... je les trouve comment, je ne sais pas, mais j'ai choisi. Pourquoi je les choisis? Je peux répondre que je les choisis pour donner à mes textes une
une interprétation universelle, c'est-à-dire pour ne pas imposer une interprétation à mes lecteurs et permettre à mes lecteurs de pouvoir s'identifier. Et ça, c'est la première raison. Et puis, la seconde, c'est aussi pour éviter qu'il y ait des gens qui se sentent visés dans une société très sensible, qui est la société comorienne, où il y a beaucoup de tabous, beaucoup d'interdits. Et donc, tout est tabouisé. D'ailleurs, j'utilise ce mot, tabouisé. Donc, c'est pour éviter que les gens se sentent visés. Donc, je préfère emprunter ces surnoms. Et ça me permet d'avoir beaucoup de liberté. Voilà. Ouais. Et quel tabou en particulier vous avez Par exemple, je vous dirais que je suis le premier auteur comorien à avoir parlé ouvertement du sexe dans mon texte Anguille sous roche, de telle sorte que il y a eu des vives réactions. On m'a dit carrément que il y a des Comoriennes qui m'ont dit qu'elles ne s'identifient pas dans ce texte. Mais c'est le discours sur le sexe ou la sexualité? Le discours sur le sexe, sur l'alcool, sur... Oui, mais là-bas, la sexualité elle-même est tabou comment? Oui, pour une jeune fille de 17 ans qui boit ou bien qui fume, elle est considérée comme une dévergondée. Ah oui, d'accord, oui. C'est pas comme dans le reste de l'Afrique. Et c'est le cas de mon personnage. Oui, voilà, c'est pas dans le, c'est pas comme dans le cas de. C'est pas seulement le discours sur le. Oui. Oui, d'accord. Pour revenir 2 secondes au prénom, chez vous, il y a aussi un côté un peu universel dans les microfictions. On ne nomme jamais trop les gens, on rentre directement dans une situation. Ah bah ça, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de. Ah non, c'est ça. Voilà, le temps de faire des prolégomènes. Donc ça donne aussi un côté, on peut tous quelque part s'y retrouver. Oui, c'était ça. C'est-à-dire que oui, ça va. Comme il y a une page et demie, c'est sûr qu'il n'y a pas de prolégomène trop. Mais en même temps, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on écrit beaucoup, justement, c'est plus vous. C'est-à-dire que vous avez un peu d'universel qui rentre parce que vous n'êtes pas assez grand pour tout remplir. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à un moment, on se quitte. C'est-à-dire qu'on a quand même la société qui pénètre. C'est-à-dire que même si on ne s'inspire pas directement de la société, il y a quelque chose qui passe de la société. Et ça, c'est assez frappant, justement, dans Microfiction, c'est assez frappant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient que c'était, par exemple, à la télé, on m'a dit oui, vous prenez des faits divers ou des non, c'est pas le cas, mais c'est imaginaire, mais en même temps, l'imagination, c'est quelque chose d'assez étrange parce que ça ne peut pas se nourrir d'autre chose que du réel. Mais ce sont des éléments du réel, et en fait c'est comme un alphabet, le réel peut-être. Et donc peut-être que quand on écrit, cet alphabet ça fait des mots, et qu'on ne retrouve pas les lettres de l'alphabet dans le réel, mais que ça vient du réel au niveau de l'atome, des éléments qui sont dans un livre. Mais quand vous écrivez des livres comme Claustria ou Sévère ou le livre sur DSK, là vous inspirez directement du réel, alors vous en éloignez de quelle manière? C'est-à-dire que moi, le réel m'embarrasse, donc c'est un peu par discipline. Pourtant, vous y plongez. Enfin, oui, mais c'est par discipline que j'ai... Mais par contre, c'est ce qui gêne le plus. Quand par exemple, j'ai été condamné en France, parce qu'en France, il y a une haine des romans, du roman dans les tribunaux, donc j'ai été condamné pour le livre sur DSK, et j'ai été condamné moi-même. Et donc, c'est-à-dire qu'en France, la jurisprudence est particulière pour les romans. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'un journaliste ne peut pas être condamné, mais dans la jurisprudence, il y a marqué un romancier n'a pas les mêmes droits qu'un journaliste, car le journaliste est là pour informer, et le romancier pour le simple divertissement des lecteurs. C'est-à-dire que c'est le mépris total en France au niveau des tribunaux, pour le roman, pour les artistes. Voilà, parce qu'il faut quand même voir, moi je vois plein de gens, des délinquants qui fraudent le fisc ou qui mentent à la France entière et qui s'en tirent au tribunal. Moi j'ai été condamné, j'ai même un casier judiciaire. Je vois pas ce que j'ai fait d'extraordinaire à part de faire mon métier. Mon livre a été mutilé par le tribunal. Je vois pas pourquoi. On a la fin de mon livre qui est pas de moi, qui est de Nafissatou Diallo, a été aussi censurée.
Et quand elle a eu son manager, elle lui a dit « Est-ce que tous les clients ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent avec nous ?» Ça aussi, c'est coupé. Et on m'a dit dans le jugement que d'après ce que je raconte, on ne pense pas qu'il s'agit d'une séance sadomasochisme, de jeu sexuel basé sur la domination et la violence consentie. Voilà. Alors, quel manque d'humanité. Nafissatou Diallo, elle vient de Guinée-Conakry. Là, vous allez en Guinée-Conakry, vous voyez des jeunes filles de 12 ans qui sont enceintes et prêtes à accoucher. Je pense que les jeux de domination, en plus, elle a été excisée. Je pense que c'est pas du tout le genre de distraction qu'elle a. Voilà. Mais vous avez enquêté comme un journaliste, à la manière d'un journaliste ? Même pas, parce qu'un journaliste, il est là pour rapporter quelque chose, moi non. Donc moi, j'ai même pas enquêté. Je suis allé, par exemple, sur les traces de Nafissatou Diallo en Guinée-Conakry. Elle n'était pas là. Mais je suis allé jusque dans son village, j'ai vu son frère, j'ai vu où elle habitait. C'est pas une enquête, ça, pour vous ? Si, c'est une enquête, mais je veux dire, de journaliste, non, parce que j'ai rien rapporté qui puisse être un scoop dans les journaux. Mais j'ai fait un cheminement et j'ai compris, par exemple, un peu... C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que, par exemple, Nafissatou Diallo, c'est pas votre fille ou c'est pas la mienne. D'abord, c'était votre fille ou la mienne, on n'aurait jamais dit toutes les horreurs qu'on a dit sur elle. Parce qu'on a dit des choses parce qu'elle était noire. Pourquoi on aurait imaginé qu'une femme de 34 ans s'agenouille devant ce gros bonhomme sortant de la douche ? Personne, si c'était votre fille ou la mienne, tandis que là, bon, il faut quand même voir qu'il y a eu ce côté-là. Et moi, j'ai compris aussi qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le droit de dire non. Et le fait de dire non, c'est un voyage extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle est partie là-bas, elle est analphabète, et elle arrive à New York, et là, elle était donc à l'étage des suites, elle gagnait $3000 par mois, ce qui n'a pas été dit. Elle avait sa fille qui était dans un lycée de Manhattan, c'était vraiment le rêve américain. Pourquoi voulez-vous qu'elle ait foutu sa carrière en l'air pour la verge de l'ancien président du FMI? On se pose la question. Si c'était une blanche, on dirait que c'est bien évident, mais comme elle est noire, évidemment, c'est bien évident que... Donc c'est une affaire, au fond, qui est complètement raciste. Allez, on peut le trouver encore, votre livre, quelque part ? Oui. Si vous voulez, c'est les rééditions, parce que on met pas quand même toute la police française, vu le terrorisme et tout ça, sur mon livre pour aller le rechercher. Mais au niveau de l'industrie du livre, c'est assez pernicieux, parce que par exemple la version en numérique n'est plus disponible en payant. Elle est disponible gratuitement en version pirate. Voilà. Allez, on va passer à la lettre F, et ça tombe bien, c'est F comme foutre le camp. Alors, allez, ça vous inspire un peu, non ? Foutre le camp. D'où vient cette expression, d'ailleurs ? Vous savez ? Vous pouvez m'aider ? Elle vient du camp, non ? Peut-être militaire, non ? Non, pas du tout. Non. Non, mais je pense que c'est, oui, foutre le camp. Il y en a beaucoup qui devraient. On dit toujours ça. Non, je sais pas. Non ? Ali, je sais pas. Bon, écoutez, on va passer à la lettre suivante. Hein. Peut-être pas très inspirant, celle-là. Alors, ouais, ça c'est très particulier. La voilà à droite. Gènes gaulois. On voit pas bien avec la lumière, mais gènes gaulois. Des gènes gaulois. Vous avez des gènes gaulois ? Répondez. Vous savez qu'en parlant de gènes gaulois, il y a un truc qui est très à la mode actuellement, c'est que vous envoyez un prélèvement à un laboratoire américain qui vous donne vos origines. Et c'est très drôle, parce que c'est très dangereux comme truc en fait. Oui, parce qu'on vous dit que vous avez plein d'origines différentes. Moi je me suis aperçu que non, mais je me suis aperçu que j'étais à 38% anglais. Et je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas d'ancêtre anglais et j'ai pas un accent terrible en anglais, mais c'est assez curieux. C'est d'après l'ADN. Le mot gaulois, ça vous inspire ? On apprenait l'histoire des Gaulois Moi, j'ai pas de gène gaulois, en tout cas. Je peux pas vous en parler. Vos ancêtres, les Gaulois, non ? Ça m'inspire pas. D'accord, ok. Allez, on va passer à la lettre H. Homme de rue. Homme de rue. Alors vous décrivez vraiment des hommes qui sont dans la rue du matin au soir et du soir au matin. Homme de rue, ça dépend. Il
il y a des gueux, c'est-à-dire des mendiants, il y a des ouvriers, je ne sais pas quelle catégorie. Homme de rue, il y a plusieurs catégories. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Oui, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Vous vous êtes inspiré comment pour écrire ce livre? Vous avez traîné un petit peu dans les quartiers de cette ville portuaire? Comment ça s'est passé? Vous avez vu des personnages qui vous ont inspiré? Non, non, pas du tout. En fait, je suis né dans cette ville portuaire. Et le port, c'est même la raison vitale de cette ville, parce que j'étais enfant, j'ai vu beaucoup de paquebots touristiques, des bateaux qui venaient. Actuellement, ils ne viennent pas parce que avec le terrorisme sur le corne de l'Afrique, le tourisme est menacé, donc c'est pas le cas aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de bateaux touristiques, et donc ce port, c'est un milieu très vivant. Il y a beaucoup d'ambiance. Depuis chez moi, dans ma chambre où je dormais, j'entendais les machines avec le bruit des conteneurs, et tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Voilà pourquoi j'ai écrit ce texte. Vous avez écrit, donc c'est votre mémoire vous écrit ça en France évidemment, et c'est votre mémoire qui a travaillé vos souvenirs d'enfance, les bruits. Oui, tous mes textes, je les ai écrits à l'extérieur en fait. Le premier, je l'ai écrit au Caire, les deux derniers, je les ai écrits à Montpellier. Mais c'est un peu occidental d'être chez soi, parce que dès qu'on va en Afrique, les gens sont plutôt dehors. Il y a beaucoup plus de gens dans la rue qu'en France. Ou je me trompe? Beaucoup plus de gens dans la rue? Oui, qui sortent dans la rue pour parler, pour se voir. Oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, ça pas des gens à la rue, des gens qui... Ça, c'est très caractéristique. En fait, dans la société comorienne, vous verrez, il y a beaucoup de groupes dans les places publiques qui ne font que ça, en fait, palabrer, en fait, voilà. Parce que il y a le fait aussi qu'il y a du chômage, mais même les fonctionnaires le font, en fait. C'est devenu habituel, quoi. C'est dans la culture comorienne. Il y a, comme il l'a dit, oui, il y a beaucoup de monde dans la rue, et on essaie toujours de s'unir dans les places publiques pour parler de l'actualité, de jouer aux cartes, aux dominos ou des choses comme ça. Oui. D'ailleurs, c'est bizarre de s'enfermer chez soi. Parce que regardez, par exemple, il y a toute une ville et les gens, on est tous recroquevillés chez soi. C'est bizarre. Tout à fait. C'est bizarre d'être comme des... Je veux dire, c'est bizarre. C'est le contraire de la société occidentale. Ouais, c'est pas du tout, oui, mais c'est pas du tout naturel. Oui, je pense que ça venait du froid au départ. Peut-être qu'il y a ce côté-là, mais là, même dans les pays d'Occident où il fait chaud, il y a ce côté d'être chez soi. Je vois à Marseille, quand ça m'est arrivé d'y aller récemment, il n'y a que les quartiers nord, justement, qui alors l'été, ils sont sur le port jusqu'à 3h du matin, donc ils viennent jusqu'à 3h du matin, mais tout ce qui est le reste, la France traditionnelle et bourgeoise, malgré l'été, on reste confiné. C'est curieux, quoi. C'est pas naturel, quoi. Je veux dire, la nature, ça serait d'être dehors, effectivement. Oui, ça c'est plutôt, je dirais, plutôt africain, ou bien, mais chez nous, c'est vraiment le contraire de ce qui se passe dans la société occidentale. Tout le monde est dehors, et même s'il y a des choses à faire à la maison, on aime bien être dehors. Et en France, vous avez tendance à sortir aussi, ou alors Non, parce que tout simplement, en tant qu'écrivain, comme j'ai toujours voulu faire ce métier d'écrivain depuis mon enfance, donc j'étais pas comme ça à m'asseoir dans les places publiques. Je m'enfermais, je lisais, je me trouvais dans les foyers culturels, comme l'Alliance française ou au Caire. Oui. Ouais. C'est là que vous avez écrit votre premier livre, hein, Étincelle, c'est au Caire. Oui. Ouais. Alors, on va passer à la lettre I. In petto. J'ai pas dit un gros mot, hein, Régis Geoffrey. In petto. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est une expression qui me parle beaucoup. C'est dans votre livre, hein? Oui, dans mes textes, il y a cette expression. In petto veut dire à part soi. Dire quelque chose à part soi, c'est-à-dire sans que les autres entendent,
à l'insu des autres. Donc, impeto. Voilà, impeto, c'est se parler soi-même. Ça vous inspire pas, ça, Régis Geoffrey? Bah si, mais je connaissais pas la signification exacte. Non plus, en fait. Donc, je suis bien elle me content. l'a donné. Donc, impeto, je savais pas du tout que ça voulait dire ça, parce que c'est une expression qu'on emploie, donc on n'est pas forcément. Vous écrivez avec un dictionnaire, vous recherchez des mots, etc. Comment ça se passe? Non, par contre, j'ai Google, ça c'est très bien, parce que comme ça, au niveau, si vous avez un problème d'orthographe, si vous avez un problème de renseignement quelconque, non, c'est dictionnaire, non. Non, mais vous êtes à la recherche du mot chaque fois ou pas? Non, mais parfois je sais pas si ce que j'écris est français déjà, donc je me dis tiens c'est bizarre, est-ce que c'est ou alors je sais pas la signification exacte d'un mot, voilà, parce que impeto je sais ce que ça veut dire, mais je connaissais pas la signification exacte. Donc ça c'est intéressant de pouvoir avoir la signification exacte du mot. Ouais. Mais c'est très intéressant. À force d'écrire, parce que vous avez écrit combien de romans? Vous m'avez dit tout à l'heure, on les compte plus. Je sais pas, peut-être 25 ou 30, mais je disais que un auteur national qui est un grand écrivain du XXe siècle, dont j'ai parlé tout à l'heure, Georges Simenon, en avait écrit 300, je pense. Et donc sans compter ce qu'il a écrit sous pseudonyme. Mais à force d'écrire, quand on écrit depuis longtemps, est-ce qu'on n'a pas comme on peut avoir des tics de langage, des tics d'écriture C'est probable, c'est probable. Et je vous dirais même qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que sans répétition, il n'y a plus rien. Et donc il doit y avoir quelque chose qui se répète et que je ne connais pas. Mais s'il n'y avait pas de répétition, par exemple, quand vous entendiez une musique, vous ne sauriez pas que c'est de Mozart, à part de la connaître. Vous ne sauriez pas que c'est de Wagner, à part de la connaître. C'est que, si on reconnaît Wagner et si on reconnaît Mozart, c'est qu'il y a quelque chose d'inconnu qui se répète à chaque fois. Si on reconnaît un texte de Proust, c'est qu'il y a quelque chose qui se répète. Quoi? Je n'en sais rien. Donc en fait, il y a sûrement des tics de langage, mais quand on écrit avec abondance, et il doit y en avoir beaucoup, vous comprenez? Il ne faut pas se laisser influencer par ça, parce qu'on ne les connaît pas. Et... je sais pas. La réflexion sur l'écriture m'a jamais intéressé, parce qu'une réflexion non seulement sur sa propre écriture, mais sur l'écriture, pour moi, c'est un peu de la paralysie. Et puis, ce serait un peu comme si vous voulez, si courir, par exemple, on réfléchissait courir à pied, quoi. Mais si je cours 1 heure, qu'est-ce qui se passera, etc. Ben vas-y. Voilà, c'est plus... moi, les gens qui parlaient beaucoup sur la réflexion avant d'écrire, en fait, n'écrivaient pas. Parce qu'il y a des choses... écrire, c'est pas quelque chose qu'on peut tellement préméditer, en fait. Tout à fait, je suis d'accord. En fait, si on savait vraiment ce qu'on voulait dire, on n'écrirait pas. Bah d'ailleurs, même en parlant, voilà, souvent, on ne sait pas ce qu'on va dire. Allez, on va passer à la lettre J. C'est une lettre qui vous accompagne depuis votre naissance. Ouais. Voilà, je lis Geoffrey. J comme Geoffrey. Oui, c'est mon nom, en effet. Vous êtes habitué à votre nom? Vous aimez votre nom? Oui, avec le temps, je commence à m'y faire. Oh, j'aurais pu en changer. Un rapport particulier à son propre nom, hein. C'est pas si évident. J'aurais pu prendre un pseudonyme, hein, pourquoi pas. C'est pas mal. Vous trouvez que c'est un handicap à ce point-là? Non, j'ai rien dit. Moi, je lis ce qu'on marque. Hein. Régis Geoffrey, vous le connaissiez avant aujourd'hui? Vous aviez lu des livres de Geoffrey? Vous l'avez vu à la télé? Je le connaissais, mais je ne l'ai pas lu. Mais je le connaissais juste de réputation. Voilà. Et de bonne réputation. Et lorsque j'ai appris que j'allais faire cette rencontre, vraiment, j'ai été ému, parce que c'est un grand honneur pour moi d'être là avec lui. Oui. C'est un honneur partagé. On passe à la lettre K. Elle est juste en dessous, juste derrière votre dos. C'est K-O. 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 Knock out. Ça vous inspire quoi? Ça vous met KO? Non, c'est plutôt Kafka. Moi, je pense plutôt. Ah ouais, mais vous parlez toujours de Kafka. Mais ça, c'est vraiment souvent, j'ai remarqué. C'est un des grands. Proust et Kafka. Hein. Non, genre, ça dépend des jours. Normalement, c'est Flaubert ou Balzac. Non, Diderot aussi, d'accord. Non. C'est vrai. Je suis un peu éclectique. J'ai une culture quand même un peu. Ouais, mais oui, mais avec le temps. Mais pourquoi Kafka? Pourquoi c'est si important? À cause de K, parce qu'il n'y a pas beaucoup de c'est une lettre qui n'est pas très répandue, quoi. Parlons de Kafka alors, oublions KO.
Kafka est un écrivain extrêmement intéressant parce qu'il vivait la nuit justement. Oui, c'est Et vrai. d'ailleurs dans les entretiens avec un type qui s'appelait Janouch, il dit ne vivez pas la nuit parce que vous prendrez la nuit pour le jour. Voilà. Et je pense que voilà, c'était le problème de Kafka, c'est qu'il dormait pas. Oui, Kafka, c'est parmi les écrivains mes préférés en fait. J'ai fait une étude comparative du procès de Kafka avec L'étranger d'Albert Camus et vraiment j'ai appris beaucoup de choses sur l'œuvre de Kafka. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, chez Kafka, il y a ce côté obscur qui considère qui montre que en fait l'homme est en quelque sorte prisonnier dans ce monde, est torturé par son environnement. Et ça, c'est comme si Kafka se sentait étouffé par l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui lui est très, très, très cher parce que Kafka, c'est quelqu'un qui n'a pas connu une vie heureuse. Et ça m'a beaucoup parlé, moi. Donc cet étouffement dans ces textes, comme dans le procès, cette étrangeté, ce côté obscur, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Là, moi j'aime bien ce qui est un peu obscur, qui n'est pas clair, parce que c'est là où on puise beaucoup de richesses. Mais Kafka était beaucoup plus gai que ses livres. Hein. Parce que, Oui. Max Brod, enfin tout ce qu'on sait, par exemple, quand il lisait ses textes, il n'y arrivait pas tellement qu'il riait. C'est-à-dire qu'on a très longtemps considéré Kafka comme un auteur sombre, mais si par exemple vous voyez le château avec les arpenteurs, en fait c'était quelqu'un qui était... mais après, effectivement, il est tombé malade, mais c'est encore plus tragique. Enfin, c'est tragique deux fois, parce que s'il n'était pas mort, il serait mort à Auschwitz. Ses sœurs sont mortes à Auschwitz. C'est-à-dire toute la famille de Kafka a été exterminée. C'est toute cette famille dont il nous parle... elle est morte, suppliciée dans les camps. Oui, en tout cas, les textes de Kafka comme de Camus, c'est des textes qui questionnent le monde sur la raison d'être de l'être humain et pourquoi l'homme doit lutter, pourquoi l'homme doit toujours accepter doit pas accepter sa destinée, c'est-à-dire la mort. Camus n'aimait pas l'idée d'accepter la mort. Et c'est exactement comme chez Kafka. Mais c'est que chez Kafka, il y a plus d'obscurité, il y a plus d'ambiguïté que chez Camus. Chez Camus, c'est plutôt l'étrangeté. C'est le fait de montrer que l'homme lui-même est étranger dans ce monde. Il est incompris par ses contemporains. On va passer à la lettre L. Alors, c'est une expression qu'on a été puisée dans un de vos livres. Lubrifier le bitume. Lubrifier le bitume. Je ne sais pas où c'est, mais c'est là quelque part. En haut à gauche, oui, là-bas, tout en haut, merci. Alors, lubrifier le bitume. C'est compliqué, ça. J'imagine que c'est un titre, oui. Oui. Écoutez, je ne sais pas l'histoire en question. Donc, il faut lubrifier un peu tout. Donc, dans la vie, on passe son temps à essayer de lubrifier les rapports humains. Voilà, ça s'appelle la politesse, le savoir-vivre, tout ce que vous voulez. Et une certaine hypocrisie qui est en fait nécessaire. S'il n'y avait pas d'hypocrisie, on serait déjà tous fâchés. Mais c'est vrai. On ne peut vivre ensemble qu'avec hypocrisie, selon vous ? Comment ? On ne peut vivre ensemble socialement Oui, parce que si même dans votre famille, vous dites tout ce que vous pensez à tout moment, à tous les gens, vous serez tout de suite seul. C'est pour ça qu'il y a un grand danger dans les choses qui sont enregistrées, par exemple. Quand on enregistre les propos des gens et ça devient quelque chose de très... mais c'est les rapports humains. Le côté hypocrisie, c'est le mot péjoratif. Savoir-vivre, c'est le mot qui ne l'est pas. Voilà. Mais oui. Donc lubrifier le bitume, je ne sais pas comment on s'y prend. Vous allez nous le dire ? Non, je ne sais pas. C'est vous qui avez écrit ça, Régis Geoffrey. Le bitume, ouais, la route, je ne sais pas. Bon.
Il faut plonger dans les microfictions 2018. M, alors ça c'est vraiment pour vous. J'espère que je le prononce bien. C'est Moutsamoudou. Donc c'est cette fameuse ville dont on parle depuis tout à l'heure. Moutsamoudou, c'est une petite ville de 30 000 habitants. Sur 30 km², c'est-à-dire c'est une ville qui a une densité de 1000 habitants par kilomètre carré. Et c'est une ville qui a 2 monuments symboliques, une citadelle et un palais de sultanat, un ancien palais du XVIIe siècle. Et voilà, c'est une ville qui a attiré des pirates au XVIe, XVIIe siècle, ce qui fait que la citadelle a été construite pour protéger la ville. Et sur cette citadelle, il y a des canons, des anciens canons qui ont été offerts par le royaume d'Angleterre. D'ailleurs, ils sont fleurisés, ils portent des symboles de la couronne du royaume d'Angleterre. Et pourquoi l'Angleterre avait offert ces canons? Parce que tout simplement, il arrivait que des bateaux anglais venaient échouer, des marins qui avaient connu un naufrage et que les habitants de Moutsamoudou avaient sauvé. Et c'est comme ça que cette amitié a été liée. Donc voilà. Et c'est une ville qui m'a vu naître. C'est une ville qui est au pied d'une colline. Et la ville c'est une belle ville qui est animée par le port, animée par la pêche, animée par l'agriculture aussi. Donc c'est une ville qui m'a beaucoup marqué, ce qui fait que je ne peux pas écrire sans m'inspirer de la vie de cette ville. Vous y retournez souvent ? Oui, j'y retourne souvent, mais ça fait juste 2 ans et demi, je ne suis pas encore retourné. Vous n'avez jamais été aux Comores ? Non, j'ai pas été aux Comores. Non. Vous êtes un grand voyageur ? Non, pas du tout. Non. Je suis pas un grand voyageur du tout, et c'est pour ça que quand j'ai écrit ces livres sur la réalité, ou sur les faits divers, ça m'a permis de voyager, parce que comme ça, j'ai pu voir des choses que j'aurais pas vues, parce que je suis pas très voyageur. Puis en même temps, quand on parle de voyage, en fait, on voit rien, parce que on est dans des endroits où c'est facile de voyager. Et là, quand je suis allé en Guinée-Conakry, c'était impossible. Heureusement, j'avais un ami qui connaissait l'Afrique, qui a organisé une véritable expédition, entre guillemets, parce que en Guinée-Conakry, vous ne voyez pas un blanc. Il y a des Libanais, mais ils sont assimilés à la société, et vous ne voyez pas un blanc. C'est une ancienne colonie française. Et là, c'est des voyages qui sont difficiles, et ça viendra à l'idée de personne d'y aller. Vous avez dans la capitale le grand hôtel où vous voyez des businessmen qui font l'aéroport, l'hôtel-aéroport, c'est tout, mais vous voyez que personne n'y va. Et c'est dans les pays où personne ne va que c'est peut-être le plus intéressant d'aller. Mais là, on a l'impression de voyager un peu comme au XIXe siècle. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas y aller tout seul. Il y a des codes que vous ne connaissez pas. Si vous ne voyagez pas avec des gens du pays, vous ne pourrez même pas passer. Ça se passera très mal. Voilà, moi, il était prévu que je sois enlevé. J'étais dans la région de l'Abbé quand la France est entrée dans le Mali. Donc, la région de l'Abbé, c'est une région islamiste. Donc, on allait aller au village de Nafissatou, et puis il y a quelqu'un qui essayait de nous entraîner vers un autre endroit. Et voilà. Et en fait, même en allant au village de Nafissatou, les gens qui étaient avec nous, qui étaient des gens du pays, ne voulaient pas y aller parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire massacrer. Et on a pu y aller uniquement parce qu'il y en a un qui a eu l'idée de prendre la protection du préfet.
Donc il y a un sous-préfet qui est venu, et là l'autorité du sous-préfet est une réelle autorité, donc on a pu y aller. Mais si vous y allez tout seul, c'est difficile en réalité de voyager quand on voyage vraiment. Quand on peut voyager facilement, c'est que souvent c'est pas un vrai voyage. C'est pas vrai. Bah oui. Vous n'êtes pas touriste donc. Oui, parce que oui, c'est pas. Si vous allez à Madagascar, par exemple, je suis allé à Madagascar il y a pas longtemps. Si vous connaissez pas les codes, il y a des gens qui vont la gueule enfarinée à Madagascar, ils se font tuer parce que c'est pas un pays comme ailleurs. Il y a des codes qui sont pas les mêmes. Ouais. Voilà, c'est tout. Et les gens ont l'impression d'abord qu'ils sont partout chez eux et que ça se passe partout comme à Bruxelles, à Paris ou à New York. Non, il y a pas de, c'est pas un grand village global. Il y a des civilisations qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Et ça, les gens n'en ont aucune idée. Voilà. Et avec la meilleure volonté du monde, ils n'ont aucune idée de ça. Ils croient que ça se passe partout pareil. Ouais. C'est pas vrai. On va accélérer un petit peu parce qu'on doit aller jusqu'au bout de l'alphabet. Et le temps passe. Pourquoi on est obligé d'aller au bout de l'alphabet? Je ne vois pas pourquoi. On va dire que c'est le jeu comme ça. N, ne plus rien attendre des hommes, ça vient de chez vous aussi, ne plus rien attendre des hommes. Bah, oui, c'est les fameux, c'est les perdants dont je parlais il y a quelque temps à la télévision. C'est les perdants, c'est les perdants de cette société qu'on a tendance maintenant à prendre pour des coupables. C'est-à-dire, ça va un peu dans le contexte général. On voudrait que les perdants soient des coupables, même quand c'est des malades. On voudrait que les malades soient des gens qui aient trop fumé, qui aient trop bu, qui n'aient pas fait de sport, qui aient tout à fait une raison. Et un malade qui est malade, quand il n'y a pas de raison, ça paraît étrange. Voilà. Mais les perdants, ou ceux qui sont considérés comme perdants, en effet, voilà. Vous faites allusion à qui? Comment? Vous faites allusion à quoi? À qui? Je fais allusion à cette espèce de religion de la réussite, qui est un peu général, qui est incarné en France par Macron, mais c'est pas sa faute. Je veux dire, il est jeune, donc il est la réussite incarnée. C'est pas parce qu'il est jeune, mais oui, mais il est jeune. Oui, mais je veux dire, c'est quand même plus la réussite incarnée quand vous êtes président de la République à 39 ans que si vous y êtes à 68 ans. Ça veut dire que ça s'est bien passé pour vous quand même. Voilà. Donc, mais c'est la société dans laquelle on est. C'est-à-dire, c'est une société où la société, entre guillemets, du dépassement, et on se demande pourquoi. Parce que dépasser quoi? C'est le commerce, en fait. C'est dans le commerce, dans les affaires, il faut toujours dépasser le chiffre. Et donc, on l'a étendu aux hommes. C'est-à-dire qu'il faut se dépasser, il faut faire mieux. Et ça, c'est inculquer l'angoisse. C'est une angoisse qu'on inculque aux enfants dès le départ et qu'ils auront toute leur vie, parce qu'on peut toujours progresser. Et alors, on progresse, et ça a deux sens. Progresser, ça veut dire aussi avancer, on progresse jusqu'à la mort. Mais il y a cette angoisse originelle qu'on nous met en nous dès le début. C'est ce côté de progresser, effectivement. Et les perdants, c'est ceux qui ont raté une marche de l'escalier. Les losers, quoi. On va passer à la lettre O. On parlait de l'enfance, là. Ogre de mélancolie. C'est deux mots qui se sont mis ensemble. Je ne sais plus chez qui, chez Rézy, je crois. Qu'est-ce que ça vous inspire, Ali? Ogre de mélancolie. Oh là là, il se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais ici? Je rattrape le truc. Ogre de mélancolie, mais je ne me souviens pas. Je suppose que c'est quelqu'un qui est très triste. C'est pour ça qu'on dit ogre. Il est très très triste. Ouais. Donc il est très énormément triste. Voilà, il est énormément triste. Donc on le compare à un ogre. La mélancolie, c'est forcément triste. Parce qu'il est obligé de manger beaucoup de mélancolie. Donc il est un ogre. C'est triste la mélancolie, forcément. Moi je préfère la gaieté à la mélancolie, mais il y en a qui aiment la mélancolie, oui. Non, moi j'aime pas trop la mélancolie pour une raison simple, c'est que ça fait allusion au passé, et le passé, je préfère toujours demain à hier. Voilà. Ouais. Demain hier, demain aujourd'hui. Je préfère demain que hier. Ok, d'accord. Je préfère l'avenir que le passé. Allez, on va passer à la lettre P, alors on va avancer, hein, justement, avec les 3 P, les 3 pi, qui m'ont bien fait rire dans votre roman. Ça, c'est vous, hein, Ali. Oui. Alors, ça, là aussi, hein, trois petits malfrats, mais gentils finalement, non, j'ai l'impression. On s'y attache.
Oui, c'est 3 petits... Pitié, pistolet et pirate. Oui, c'est des dockers, c'est un trio. C'est un trio de dockers qui très, très comique et très bavard. Je ne sais pas comment les qualifier, est-ce qu'ils sont malfrats, mauvais ou en tout cas ils embêtent le personnage principal Ah oui, ça peint. Et ce qui fait que tout va déclencher à partir de leur apparition, c'est-à-dire les bouleversements, la perturbation du personnage principal à partir de l'apparition de ce trio maléfique, parce que c'est l'adjectif qu'il utilise pour qualifier ce trio de dockers, pistolet, pirate et pitié. Oui, de nouveau ces prénoms complètement farfelus, inventés. Q comme qui m'aime me suive. C'est une expression que vous aimez bien, ça, qui m'aime me suive, Régis Geoffrey. Oui, pourquoi pas. C'est pas de chez vous, ça. C'est chez vous, monsieur. Oui, je me rappelle que je l'ai... C'est un enfant à vous, ça. Je me rappelle que je l'ai utilisé peut-être dans Anguille sous roche, qui m'aime me suive. Ah oui, c'est le premier roman, oui. Oui, c'est Anguille qui dit ça, qui m'aime me suive. Oui, parce que tout simplement, Anguille, elle se considère comme vomi par sa société, reniée, chassée de chez elle est chassée de chez elle, c'est normal en fait. Donc d'ailleurs c'est les premiers mots du texte. Elle dit oh, la terre m'a vomi, la mer m'avale, les cieux m'espèrent. Et donc elle pense qu'elle va mourir là où elle est, et donc et c'est pour cela qu'elle a utilisé cette expression qui m'aime me suive, parce que elle pense que personne ne l'aimait. C'est une société où il y a des règles, des codes, il faut les respecter. Tu dois te comporter, tu es une femme, tu dois être une modèle, te comporter de telle sorte que tout le monde puisse être content. Sinon tu seras chassé, tu seras renié par la famille, et c'est ce qui lui est arrivé. Elle est reniée par la famille, c'est pour cela qu'elle dit qui m'aime me suive. On va devoir accélérer jusqu'à la lettre Z. Donc on va voir un petit peu les lettres qu'on nous avait proposées, les mots qu'on nous avait proposés. R comme révolté. Bon, voilà. S comme salope. Bon. Dites-vous. Ah oui, non, mais j'ai écrit un texte, il s'appelait Petite salope, dans le précédent volume de microfiction. De microfiction, c'est vos premières microfictions, oui. Petite salope, c'était. Petite salope. Ouais, ça doit être ça. Oui. J'ai même fait une chanson, vous pouvez le regarder sur YouTube, c'est passé, donc je l'ai chanté entre guillemets, donc c'est sur l'émission qui s'appelait Ce soir ou jamais, mais c'est sur YouTube, vous faites Petite salope, Régis Geoffrey, vous le retrouverez. Combien de vues Ah, je sais pas, c'est une question pas mal parce que comme c'est France 2... C'est une question qu'on pose tout le temps maintenant. Combien de vues je suis pas, mais c'est facile à voir. T, la lettre T, torgnolé. Ça, c'était pas mal. Ça, à mon avis, ça vient de chez vous. Vous aimez bien utiliser des nouveaux mots. Torgnolé. Non, mais vous aimez bien torgnoler les mots. Torgnolé. Non ? Non, je me rappelle pas ça. Torgnolé, moi je vois quelque chose de tordu. Torgnolé, c'est donner des torgnoles. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui. Flanquer des baffes, quoi. Bah oui. Ok, on va vite passer alors. Oui, on va dire ça. U comme uriner sur un camarade. Ah oui, ça c'est moi. Ça c'est vous. C'est chez moi. Ah, ça c'est du Geoffrey. Ouais. Non mais c'est quelqu'un, là je me rappelle vaguement, c'est un copain qui est renvoyé parce qu'il a uriné sur un camarade, mais je me rappelle plus dans quelles circonstances. Dans le bureau du proviseur, je sais plus, un truc comme ça. Parce qu'il y a, oui, j'aime bien les histoires qui se passent, enfin parfois qui se passent dans les écoles, parce que tout est dramatisé dans les écoles. C'est-à-dire, ça me fait penser un peu à Cocteau dans Les Enfants terribles, quand il y a un des élèves qui balance un cornet de poivre au visage du directeur de l'école et qui est renvoyé. Et Cocteau met la peine de mort n'existant pas dans les écoles, il fut renvoyé. Voilà, c'est ce côté-là. Côté dramatisation qu'il y a dans les écoles, on dirait que que l'univers va s'écrouler. Enfin, c'était à l'époque où j'étais à l'école, hein, peut-être qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus... c'est différent. Ça, je crois pas. Moi, je crois pas, j'allais vous dire non, justement. V comme vie, navrante vie. W comme Walkyrie. Ah, la Walkyrie.
Ça me fait penser à Vachkiri, hein, pour les Français, oui. Oui. D'accord. X comme xénophobie. La xénophobie. La xénophobie. La peur de l'autre. Non. Pas, ça doit être moi, la xénophobie. On sait pas ce que c'est. La xénophobie, on l'a un peu partout. Hein. C'est la xénophobie. Mais simplement, comme toujours quand on parle de phobie, y a les deux mots. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand on parle d'homophobie. Il y a en même temps la peur. La peur, oui. Et en même temps la détestation. Ouais. Voilà. Et ça va ensemble d'office. Tout ce qui est lié à la phobie, c'est en relation avec la peur, comme rupophobie. Ouais. La rupophobie, c'est un mot qui n'est pas souvent employé. C'est la peur de la saleté. Ah oui. C'est-à-dire éprouver de l'aversion à la seule idée de la saleté. On appelle ça la rupophobie. Et on va conclure avec le mot ilang. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Y-L-A-N-G. Oui, ilang, c'est une plante qui est exploitée chez nous et aux Comores. Et c'est ce qui sert à fabriquer l'essence des parfums, le Chanel. Les parfums les plus chers au monde, c'est fait à partir de cette plante qui s'appelle ilang. Et le pays producteur de meilleure qualité au monde, c'est les Comores. Oui, l'Indonésie produit aussi, Madagascar, mais la meilleure qualité, c'est aux Comores. Tout le monde le sait. Merci en tout cas pour cette promenade à travers les lettres. Je rappelle vos 2 livres, Dérangé que je suis, d'Ali Zamir. Le voici, le voilà. Plongez-vous dans ce livre, c'est un livre incroyable. Une écriture dingue. Vous avez reçu le prix France Télévisions d'ailleurs, je crois. Oui. Prix très mérité. Merci. Un autre prix, c'est le prix Goncourt de la Nouvelle, si je ne m'abuse, pour Microfiction 2018. Là aussi, c'est une plongée, on en a beaucoup parlé ici pendant 1 heure. C'est du Régis Geoffrey, pur jus. Merci infiniment tous les deux d'être là. Si vous voulez assister à une lecture d'Ali Zamir, quel lapsus Ali Zamir, vous pouvez nous suivre maintenant à l'Archiduc où on sera entre autres avec Mélisse de Kerangal et d'autres auteurs, Laura Kachiche aussi d'ailleurs. Merci infiniment, merci d'être là.